pour moi, la crypto continuera d'être une monnaie volatile, un système financier volatile. Et je pense que c'est pas non plus pour tout le monde. Parce que si t'as pas le mental de voir ton portefeuille fluctuer de plus ou moins 20%, je suis pas sûr que la crypto soit fait pour toi. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, un superbe bon week-end même. Un petit coup de gueule vite fait pour commencer ce podcast. D'habitude, je suis toujours hyper optimiste. Là, quand il y a des choses qui vont pas, faut le dire. La caisse d'épargne, je sais pas ce que vous foutez. Mais franchement, les amis, c'était un casse-tête. On doit signer. Franchement, c'est pas dans mon habitude de faire galérer les vendeurs comme ça. Mais on a eu l'accord de prêt, ok. C'est un achat via une société. Et donc, moi et mon associé, on est clairement à des opposés. Et je sais pas, j'ai toujours signé mes offres de prêt en version dématérialisée. Et cette fois-ci, les mecs ils se sont dit, ouais non, on va leur faire signer en document papier. Les gars, ça fait une semaine qu'on s'envoie des documents à coup de lettres recommandées. C'est un scandale. Franchement, c'est un scandale. Heureusement que les vendeurs sont... Bon, tu les sens tu sens que l'élastique il est tendu au max, tu vois. Mais c'est une galère. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive et j'espère que c'est la dernière. Là, je vais dire au directeur que il faut arrêter le scandale, il faut arrêter le sketch des papiers en version papier et passer en dématérialisé, quoi. Ça m'est jamais arrivé, mais bref, il y a un début à tout, comme on dit, hein. Bon, les amis, aujourd'hui, un petit épisode un petit peu spécial, un petit épisode consacré à la crypto. Ça fait. Alors, moi, je me suis jamais caché, je suis très optimiste sur la crypto, même en ces temps incertains, même si ces derniers temps, la crypto remonte un petit peu, donc ça fait toujours un peu plaisir. Mais comme pour ma stratégie ETF, je continue tous les mois à investir sur mon portefeuille crypto. Et voilà, je voulais faire un petit épisode consacré à la crypto. Alors je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la crypto-monnaie. Vous avez peut-être vu des pubs ou des personnes qui essaient de vous vendre des cryptos. Bon, faut savoir qu'il y a des experts financiers qui parlent de la crypto comme une alternative de plus en plus normalisée aux investissements ordinaires, entre guillemets. Et moi, je pense que la crypto est là et elle est là pour rester. Il y a certains d'entre nous qui en savent énormément sur la crypto, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore assez nouveaux dans cet univers, dans l'idée de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent vraiment pas, tu vois, comment on en est arrivé là avec cette crypto-monnaie. Et ça peut être aussi, tu sais, quand c'est nouveau, ça peut être aussi un sujet qui fait peur, hein. On a peur des... Tu vois, le problème avec la crypto, c'est qu'il y a eu beaucoup de scams, il y a eu beaucoup de produits qui ont été créés et qui étaient là vraiment pour rafler les mises, quoi. Les mises des gens, clairement des scams. Donc ça fait un peu peur. Mais lorsqu'on regarde un peu l'histoire de la cryptographie en général, comment est-ce qu'elle a été inventée et pourquoi, ça devient quand même beaucoup plus clair sur l'intention derrière cette crypto-monnaie, derrière cette forme de paiement numérique et pourquoi elle devient de plus en plus populaire. Alors, l'épisode va être orienté vraiment sur l'histoire de la crypto-monnaie. Attention, par contre, que les choses soient claires, moi je me considère vraiment pas du tout comme un expert dans la crypto. Je vais essayer de vulgariser de manière le plus simple possible pour expliquer à tout le monde. Et on va commencer tout de suite par l'invention de la crypto-monnaie. Alors, l'invention de la crypto-monnaie, ça a été largement attribué à un cryptographe américain qui s'appelle David Chaum. Ce mec-là, il a eu l'idée, en fait, au début des années 80, d'une création d'une monnaie électronique qui serait totalement anonyme, qui serait
entièrement contrôlé par l'utilisateur et qui serait introuvable et sans lien avec toute banque centrale ou système gouvernemental centralisé. On reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode sur qu'est-ce que c'est un truc qui est centralisé et un truc qui est décentralisé. Donc dès le départ, en fait, tu vois, l'idée de la crypto-monnaie, c'était bien plus qu'une monnaie numérique ou avoir de l'argent qui n'existe pas physiquement. En fait, il s'agissait bien plus d'essayer de créer un système qui serait contrôlé par les utilisateurs pour les utilisateurs et les consommateurs et qui serait en fait totalement indépendant des systèmes bancaires traditionnels. Maintenant, c'est là que la valeur fondamentale, la plus importante de la crypto est née. Ça vient du documentaire. Il y a en fait ce mec-là, hein, David Chaum, il a fait une conférence et on a un document de cette conférence, il a appelé quelque chose qui s'appelait DigiCash. Ce truc, DigiCash, c'est un prototype de crypto-monnaie qu'il a développé. Et en gros, l'idée sous-jacente derrière ça, c'était que vous utilisiez un système informatique ou un logiciel informatique pour retirer tout votre argent de la banque et vous le laisser. Maintenant, ça nécessitait aussi un cryptage, une clé individualisée qui serait envoyée au destinataire. Et en fait, en gros, celui qui retire son argent a accès à sa transaction, mais pas la banque. Et donc, c'est à partir de là que l'idée initiale de la crypto, elle commençait déjà à impliquer toutes les banques. Mais l'idée sous-jacente derrière ça, c'était que vous contrôliez votre propre argent, que vous contrôlez l'accès et personne d'autre. Maintenant, si on avance un petit peu plus rapidement jusque dans les années 90, à l'aube de l'ère Internet, il y avait quelqu'un qui s'appelait Nick Szabo. Et ce gars, en fait, lui, il a développé un truc qui s'appelle BitGold. Le BitGold, c'est le précurseur le plus direct au Bitcoin. Le Bitcoin, aujourd'hui, c'est la forme de crypto-monnaie la plus largement utilisée de nos jours. Ok. Donc, l'idée derrière BitGold, c'était que vous deviez connecter votre ordinateur et puis engager de la puissance de cet ordinateur pour résoudre des énigmes mathématiques. Essentiellement, en fait, la résolution d'énigmes, elle a commencé à générer de la puissance nécessaire pour obtenir des récompenses. Ces récompenses, c'était des pièces. Et donc, c'est à partir de là que l'idée d'une exploitation minière, elle entre en jeu. Ok. Et c'est essentiellement comme ça que fonctionnent aujourd'hui les ordinateurs qui minent le Bitcoin. Plus l'ordinateur est puissant, mieux il résout des problèmes et mieux il va générer ou il va exploiter sa récompense, sa pièce. La seule chose que Szabo n'a pas pu faire, c'est qu'il ne pouvait pas comprendre en fait comment lancer ce processus sans impliquer les banques ou les autorités centrales. Ce qui nous mène à la personne certainement la plus connue dans l'univers de la crypto-monnaie, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, il a écrit un article qui s'intitulait Peer-to-Peer Electronic Cash System. C'était en fait clairement le début de la blockchain. Ce que Nakamoto a essentiellement inventé, c'est la technologie de la blockchain derrière le Bitcoin. Dans sa forme la plus simple, la technologie blockchain, c'est une structure de données qui ne peut pas être modifiée une fois qu'elle est mise en place. Donc, ce que Nakamoto a fait, c'est qu'il a pris par exemple un titre du Times qui parlait en fait du krach financier de 2008, qui a bien sûr été l'un des événements les plus importants en matière d'économie dans le XXe siècle. Et ça a été en fait le premier bloc. Et c'est ce premier bloc qui a aidé à extraire les 50 premiers bitcoins. C'est ce qui a commencé en fait à lancer tout le processus de résolution de problèmes informatiques et de génération des informations, les données qui sont ensuite cryptées en bitcoin, etc., etc. Et les 50 premiers bitcoins n'ont ni été valorisés ni négociés en bourse. Cependant, bitcoin a finalement été mis en bourse et en 2010, un bitcoin était évalué à 14 cents, 14 centimes. Puis plus tard cette année, en automne, il a grimpé à 36 centimes. Puis fin 2010, il est retombé à 29. Et en fait, c'est comme ça que Bitcoin a commencé à décoller. Et pourquoi ça a commencé à décoller?
Tout simplement parce que les médias en fait ont joué un rôle dans l'ascension du Bitcoin. Forbes a publié un article sur la crypto en 2011 et dès la parution de cet article, ça a fait monter en flèche le prix du Bitcoin. On a vu passer le prix d'un peu moins de 1 dollar à peu près 9 dollars à la fin du mois de mai 2011. Pardon. Maintenant, le problème, c'est que la valeur de la crypto sur le marché, elle a considérablement fluctué tout au long de son histoire, même dernièrement. Au début des années 2010, on assiste à la montée en puissance de prétendants au Bitcoin, comme le Litecoin, qui commence à apparaître. Il y a plein d'autres cryptos qui commencent à apparaître, et tous ces autres cryptos, on va les appeler les altcoins. Ces altcoins, tu en as certaines qui viennent de dérivés du Bitcoin, et tu en as d'autres qui sont basées sur différentes blockchains, différents codes. Mais en gros, le Bitcoin, lui, continue de dominer le marché de la crypto-monnaie, et il se portait très bien en 2012. Et c'est cette année-là qu'il y a une fondation qui a été créée, c'est la The Bitcoin Foundation, la fondation Bitcoin qui a été spécifiquement créée pour promouvoir le Bitcoin et le rendre accessible à un public de plus en plus large. On avait aussi des projets comme OpenCoin, etc., etc. Tout ça, en fait, visant à rendre le Bitcoin plus accessible et à faire le mieux pour aider à comprendre et à susciter plus d'intérêt pour la crypto-monnaie. Le passage de la crypto, en fait, n'a jamais été hyper fluide et cohérent. Encore à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de réticences. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes juridiques, notamment sur les cryptos. Il y a des scams, comme je vous ai dit en début d'épisode. Il y a des enquêtes criminelles qui sont ouvertes tous les jours. Et tout ça, voilà, le cadre juridique est encore hyper flou et on cherche des moyens d'examiner un peu la légalité du Bitcoin en tant que système. Donc, tout au long des années 2010, vous avez vu la valeur du Bitcoin chuter, puis remonter, puis chuter, etc., etc. Parfois même en une seule journée. Il y a un célèbre crash qui a eu lieu en novembre 2013, le 19 novembre 2013 pour être précis, qui a fait passer le Bitcoin de 750 dollars à 400 dollars en une seule journée. Donc, tu vois, tout ça, ça fait peur. La décennie 2010 a finalement apporté de grandes améliorations à la fois sur la sécurité de Bitcoin, mais aussi sur sa disponibilité. Il y a quelque chose qui a été appelé le Lightning Network, qui a été développé en parallèle de Bitcoin, afin de rendre le Bitcoin beaucoup plus sûr. On arrive, on fait un petit saut dans le futur, on arrive en décembre 2017, le Bitcoin s'est changé pour plus de 20 000 dollars. Ça, moi, je m'en souviens, les amis, parce que c'était un truc de fou. Je me souviens, j'étais en Centrafrique quand il y a eu ça. J'étais en Centrafrique et c'était ouf. J'avais pas Internet. Je regardais les infos et je voyais que ça partait en truc de fou. Truc de fou et je pouvais strictement rien faire. Donc voilà, on arrive en décembre 2017, le Bitcoin s'échange pour à peu près 20 000 dollars. Et en fait, c'est juste au même moment où le principal concurrent de Bitcoin montait. Et on arrive à en parler d'Ethereum. Ethereum, c'est très très rapidement devenu l'outsider de Bitcoin. Ethereum est connu pour être beaucoup plus inclusif que Bitcoin. Bitcoin, c'est un réseau très fermé, alors qu'Ethereum, lui, c'est le contraire. Il s'est ouvert à plein d'autres plateformes pour s'échanger et pour utiliser sa blockchain dès le début. Ce qui, en fait, a séduit beaucoup de personnes qui ont cherché à développer des choses sur la blockchain Ethereum, etc. Aujourd'hui, on est dans les années 2020. On assiste à un nouveau modèle de valeur fluctuant dans le marché de la crypto-monnaie. Chaque fois que le Bitcoin subit une réglementation financière, les prix baissent ou la valeur baisse. Et puis, à chaque nouvelle innovation, la valeur augmente à nouveau. On arrive du coup en 2021, et 2021, vous avez certainement connu le Bitcoin à plus de 68 000, 69 000 dollars. Ça s'explique par un gros coup de booster qui a été donné par Tesla, l'entreprise Tesla d'Elon Musk, qui a en fait acheté pour 1,5 milliard de dollars
de Bitcoin en 2021, ce qui a permis en fait littéralement à la valeur de monter à près de 70 000 dollars. Par contre, la crypto, elle a aussi des vents contraires tels que très récemment euh, le scandale de FTX. On va en parler un petit peu plus tard de FTX. Mais voilà, vous allez voir que plus le temps passe et plus ça commence à se stabiliser. Alors bien sûr, on est encore dans les prémices de tout ce que la crypto... Tu vois, pour moi, la crypto continuera d'être une monnaie volatile, un système financier volatile. Et je pense que c'est pas non plus pour tout le monde. Parce que si t'as pas le mental de voir ton portefeuille fluctuer de plus ou moins 20%, je suis pas sûr que la crypto soit fait pour toi. En même temps, si tu es optimiste et que tu crois dans cette technologie, tu sais que ça va s'effondrer, puis ça va réaugmenter, et puis ça va se réeffondrer, etc., etc. C'est juste la nature de la crypto-monnaie pour le moment, mais je pense que l'avenir de la cryptographie, même s'il est encore assez imprévisible, il y a très certainement un avenir pour la crypto-monnaie dans notre économie. Tout à l'heure, je vous parlais de centralisation, décentralisation. On va en parler tout de suite. Peut-être que vous ne comprenez rien, alors j'essaie vraiment de vulgariser au maximum. Le terme décentralisation, la première fois qu'il est apparu, c'est dans le livre blanc de Bitcoin en 2008. La décentralisation, ça signifie qu'il est contrôlé par aucun acteur central. Maintenant, bien sûr, il y a eu des tentatives qui ont été faites de monnaie numérique qui avaient déjà été tentées, mais il y avait toujours une entité derrière qui avait un contrôle centralisé sur cette monnaie numérique, et en fait, elle pouvait, par exemple, dans le pire des cas, être fermée par un gouvernement. Donc là, on est clairement dans un truc qui est centralisé. Avec Bitcoin, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas d'embauche, il y a pas de personnel. C'est simplement le système Bitcoin qui est conçu comme ça pour que toutes les 10 minutes, il y ait des gens qui, s'ils contribuent à la puissance du calcul, pardon, du réseau, gagnent de nouveaux Bitcoins. À l'heure d'aujourd'hui, il faut quand même se dire que les gens voient le minage comme quelque chose qui est, peu importe la période, mais qui est très certainement rentable. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au début, Bitcoin ne valait presque rien. Et les gens qui ont soutenu ce projet, qui ont miné pour peanuts, parce qu'au début ça valait quelques centimes, même pas, ce sont les cypherpunks. Ce sont eux vraiment qui, très tôt, ont vu de la valeur en Bitcoin. C'était eux qui se connectaient avec leur ordinateur, qui ouvraient le logiciel et comme je vous l'ai dit juste avant, créaient de nouveaux Bitcoins toutes les 10 minutes. Et c'est grâce à eux que le réseau Bitcoin, la blockchain, est devenu un vrai gage de sécurité. Et quand je dis sécurité, je veux dire que si vous voulez prendre le contrôle de Bitcoin, c'est, je ne vais pas dire impossible, mais voilà, si vous voulez par exemple, je sais pas, faire des transactions frauduleuses ou quelque chose comme ça, c'est quasiment impossible. À moins d'avoir un consensus général, simplement parce qu'en fait, il vous faut plus de 50% de la puissance du réseau. Et même si vous aviez 50% de la puissance du réseau, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous allez pouvoir modifier peut-être un ou deux blocs avant, mais ça va être... franchement, les amis, tentez même pas. Ne tentez même pas. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que, en gros, lorsque les gens se connectent à leur ordinateur pour miner du Bitcoin, ils rendent de plus en plus difficile l'attaque du Bitcoin. C'est simple. On est donc sur un système qui est totalement décentralisé, sans aucune manipulation possible. Mais du coup, on va revenir sur un truc parce que la dernière fois, j'ai lu un post où quelqu'un demandait en fait est-ce que la décentralisation n'augmentait pas le risque de faillite, le risque de scam, comme par exemple FTX. Donc on va revenir un peu sur FTX pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. FTX, en fait, lui, c'est complètement le contraire. C'est un système qui était complètement centralisé. C'était un exchange, là où les gens mettaient leurs fonds pour échanger en crypto, etc.
et puis faire leur petit trade. Et FTX, c'était un exchange, c'est une vraie entreprise avec qui avait un PDG, etc., etc. Et il y a un autre aspect que beaucoup des réseaux décentralisés ont, c'est un grand livre qui est complètement ouvert et qui est public, de sorte que tout le monde peut voir qu'est-ce qui se passe, quelles transactions sont effectuées ou quels changements, etc., etc. Avec FTX, c'était évidemment une entreprise et donc tout était euh, fermé. Il n'y avait rien, il y avait rien de montré. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'ils ont pu garder tout leur système caché. Alors moi, je ne suis pas expert de la chose, comme je vous l'ai dit au tout début, mais je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne une blockchain. La blockchain, c'est en gros, c'est un grand livre qui est partagé, qui est immuable et qui facilite l'enregistrement des transactions et tout ce qui est suivi des actifs dans un réseau. Un actif, ça peut être quelque chose de matériel, comme une maison, une voiture, de l'argent, un terrain, ou des choses immatérielles, comme la propriété intellectuelle, des brevets, des droits d'auteur, une marque, etc. En gros, tout ce qui a de la valeur traçable est échangeable sur un réseau de blockchain, ce qui va permettre de réduire les risques et les coûts pour toutes les parties concernées. Alors, on va prendre un exemple. Disons que toi et moi, on fait partie d'un groupe de 100 personnes, d'accord? Notre système financier, ça serait que tous les jours à 10 heures, on se réunit tous au centre d'une pièce et chacun dit toutes les transactions qu'il a faites. Ok, donc moi, écoute, moi j'ai payé 5 euros pour des pâtisseries hier. Toi, tu as payé 10 euros pour du lait chez Monique. Toi, si, toi là, etc. On est tous d'accord sur le fait que personne en fait n'a le bon registre et que le bon registre est uniquement celui qui regroupe l'ensemble de toutes les transactions des 100 personnes. Et c'est essentiellement ça la blockchain. C'est sauf qu'au lieu que ce soit des personnes physiques, toi et moi, on échange nos personnes par des ordinateurs anonymes partout dans le monde. Et les transactions ne sont pas effectuées tous les jours à 10 heures, mais toutes les 10 minutes pour Bitcoin. Dans la blockchain Ethereum, c'est pareil, sauf que ça se produit toutes les 12 secondes. Et dans d'autres blockchains, ça peut être encore plus rapide que ça. Et donc justement, on a parlé un peu de la blockchain Ethereum, mais là, vous pouvez me dire, ouais, mais attends, je comprends pas. C'est quoi la différence entre Bitcoin et Ethereum au final? Parce que c'est la même chose. Alors, je vais faire un petit focus sur Ethereum. Euh, Premièrement, Ethereum, c'est, faut savoir, le deuxième plus grand réseau crypto qui existe, et il est très distinct et différent de celui-là de Bitcoin. Et c'est en fait ce qui a permis à beaucoup d'autres applications décentralisées d'être créées. Donc il est important de comprendre que l'Ethereum, c'est un peu une couche de base. L'Ethereum a été créé par Vitalik Buterin. C'était un early adopter du Bitcoin. Mais en fait, ce qu'il a remarqué, c'est que beaucoup de choses il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur Bitcoin. Les gens essayaient d'innover sur la technologie, etc. Et en fait, il est parti du constat que à chaque fois qu'on améliore la chose avec des nouvelles fonctionnalités, les anciennes versions, elles devenaient obsolètes. Donc en gros, ce mec-là, il s'est dit, ok, bah, pourquoi moi je vais pas faire quelque chose qui est upgradable, qu'on peut améliorer tout le temps avec des assets, etc., etc. Genre, tu prends ton smartphone, à l'heure actuelle, toi, tu l'améliores ton smartphone via des applications spécifiques, via des apps de productivité, via des apps de sport, avec l'app Le Bon Coin pour les investisseurs. Et donc, sa pensée, c'était que, comme un smartphone, il devrait avoir plein d'applications, mais décentralisées comme Bitcoin. Et donc, c'est à partir de là qu'il s'est dit, ok, bah, je vais faire une blockchain où on aura le même langage de programmation et les gens pourront prendre le code et venir y programmer toute leur application décentralisée. C'est en gros voilà la naissance d'Ethereum. Et à l'heure d'aujourd'hui, le temps lui a donné raison parce que la réalité du marché, si on regarde
les grandes tendances de la crypto depuis Ethereum, c'est que la majorité des projets sont tous natifs de la blockchain Ethereum. Parlons du marché maintenant, on va pas se mentir, l'hiver est là les amis. Peut-être que le soleil pointe le bout de son nez, on ne sait pas, je suis pas Madame Irma, mais dans tous les cas, l'hiver est là. Donc si on prend une vision un peu dézoomée, on voit clairement que le marché est en baisse par rapport au sommet historique précédent. Maintenant, si vous regardez, il me semble que fin novembre 2021, le Bitcoin avait atteint par exemple un sommet de 69 000 dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin a repris un petit peu de couleur, il est aux alentours de 23, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est à 23 000 et quelques. Donc il s'agit évidemment pardon, d'une diminution massive, une diminution qui fait peur par rapport à son sommet. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois qu'il y a un bull run suivi d'un bear, le nouveau... Alors, bull run, c'est quand ça part vers le haut. Un bear market, c'est quand ça part vers le bas. Donc à chaque fois qu'il y a un bull run suivi d'un bear, eh ben, ce que j'ai remarqué, c'est que le nouveau plus bas est quand même toujours plus élevé que le plus haut des cycles précédents. Et plus le temps passe, plus on convainc de plus en plus de personnes qui croient au projet de la crypto, etc. Et donc c'est comme ça que j'explique. Maintenant, quand même, faites attention les amis, parce que pendant ces périodes d'euphorie, il y a beaucoup de gens qui deviennent rapidement riches, hein, d'accord? Mais il y a aussi une masse énorme d'escrocs, de shitcoins, hein, c'est vraiment de la merde. Et il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer pendant ces périodes-là. Par contre, quand on arrive sur un marché plutôt baissier et que les prix se sont fait défourailler, et ben vous vous retrouvez en fait uniquement avec les vrais croyants, les vrais gens qui essayent de construire vraiment quelque chose de réel sur l'univers crypto. Et c'est là qu'en fait les choses se créent. C'est là où, par exemple, euh, vous avez identifié un bon projet et qui est toujours là, même en période de bear. Ils sont en train de construire probablement un truc phénoménal qui explosera peut-être plus tard. Je sais pas. Donc moi je dirais que probablement pour 2023, en raison de tous les différents scandales qui se sont produits les années passées et surtout en 2022, on va, j'allais dire probablement, mais c'est même pas probablement, on va voir beaucoup de réglementations. Je sais qu'en Europe, il y a, la France a abandonné sa réglementation pour adopter la réglementation européenne, la recommandation MiCA. Allez regarder sur YouTube, vous marquez Asher, MICA, il explique très bien ce que c'est. Beaucoup mieux que moi, et puis même, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un expert crypto, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller consulter sa chaîne sans problème. Et donc pour clôturer cet épisode les amis, je reviens sur le dernier scandale en date, c'est celui de FTX, on en parlait tout à l'heure. Et FTX c'est quand même un crash à part, d'accord? Parce que FTX c'était clairement une manipulation frauduleuse de son big boss, de son CEO et de quelques autres personnes. Alors qu'il y a eu d'autres crashs où ça a été des problèmes de sécurité, il y a des gens qui se sont fait hacker, etc., etc. Alors bien sûr il y a eu d'autres scams, etc. Mais FTX, c'est vraiment un crash à part, c'est vraiment quelque chose de différent. On est clairement ce qui aurait pu, voilà, c'est un peu du Bernard Madoff, d'accord? Le mec a arnaqué clairement ses clients. Voilà les amis, j'espère que cet épisode crypto, c'était un épisode un petit peu spécial, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'aider à faire connaître et à démocratiser ce podcast en le partageant sur vos réseaux, en le notant si vous êtes sur Apple Podcast, en le notant 5 étoiles, le petit commentaire qui fait du bien les amis, le petit commentaire, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Bon, dans tous les cas les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.